Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de l'une des crises humanitaires les plus urgentes et les moins médiatisées d'Afrique. Ce qui se passe en République démocratique du Congo en ce moment mérite votre attention, exige l'attention du monde. Et pourtant cela continue de se dérouler dans l'ombre pendant que la communauté internationale détourne largement le regard. Je parle de la situation à l'est de la RDC, spécifiquement de ce qui s'est passé à Uvira, une ville stratégique qui est devenue le dernier point d'embrasement d'un conflit qui a déjà déplacé des millions de personnes et coûté des milliers de vies. Mais ce n'est pas seulement une histoire de guerre et de déplacement. C'est aussi l'histoire de ce qui arrive quand un gouvernement réprime ceux qui osent dire la vérité au pouvoir, des leaders de l'opposition qui sont arrêtés et d'une population prise entre les forces rebelles et les tendances autoritaires de leur propre gouvernement. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi Uvira est importante, ce que la capture et le retrait contesté de cette ville signifient pour la région, et comment le gouvernement du président Félix Tshisekedi combat simultanément les rebelles à l'est tout en muselant les critiques à l'intérieur. C'est une histoire que les médias traditionnels ne vous racontent pas, alors entrons dans le vif du sujet. Partie 1. Comprendre Uvira. Pourquoi cette ville est importante? Avant de parler de ce qui s'est passé à Uvira, nous devons comprendre pourquoi cette ville est si importante. Uvira n'est pas simplement un point sur la carte. C'est un pivot stratégique à l'est de la RDC, et sa localisation vous dit tout ce que vous devez savoir sur pourquoi elle est devenue une cible. Uvira se situe dans la province du Sud-Kivu à l'extrémité nord du lac Tanganyika, directement à la frontière avec le Rwanda et le Burundi. Réfléchissez à cette géographie un instant. Cette ville se trouve littéralement là où trois pays se rencontrent, et elle contrôle les routes d'accès qui sont vitales pour le commerce, les mouvements militaires et l'accès humanitaire. Quand vous contrôlez Uvira, vous contrôlez une porte d'entrée. La ville a une population qui gonfle avec les personnes déplacées, et avant l'offensive récente, elle était devenue la capitale provisoire de la province du Sud-Kivu après que Bukavu, la capitale réelle, soit tombée aux mains des rebelles du M23 plus tôt dans l'année. Oui, vous avez bien entendu. La capitale provinciale était déjà tombée, faisant d'Uvira le dernier bastion gouvernemental majeur de la région. Uvira se trouve également sur la route nationale 5, une artère vitale reliant les parties nord et sud de la province du Sud-Kivu. Celui qui contrôle cette route contrôle le mouvement des personnes, des biens et des approvisionnements militaires. La ville est aussi positionnée à l'embouchure de la région riche en minéraux du Katanga, une zone abondante en cobalt, cuivre et autres ressources qui alimentent nos smartphones, véhicules électriques et la technologie moderne. Donc quand les rebelles du M23 ont jeté leur dévolu sur Uvira début décembre, ils ne capturaient pas simplement une autre ville. Ils faisaient un coup de force stratégique qui allait remodeler l'équilibre du pouvoir à l'est de la RDC et envoyer des ondes de choc à travers toute la région des Grands Lacs. Point partie 2. La chute d'Uvira commençait à arriver. L'offensive sur Uvira n'est pas venue de nulle part. Elle faisait partie d'un schéma plus large d'avancée du M23 qui a défini 2025 comme l'une des années les plus sanglantes de l'histoire congolaise récente. Laissez-moi vous présenter la chronologie. En janvier, le M23 a capturé Goma, la capitale de la province du Nord-Kivu et l'une des plus grandes villes de l'Est de la RDC. Puis en février, ils ont pris Bukavu, la capitale du Sud-Kivu. Ce n'était pas de petites victoires. C'étaient des centres urbains majeurs avec des populations de centaines de milliers de personnes, tombant comme des dominos face à un groupe rebelle que les Nations Unies et les États-Unis disent soutenu par le Rwanda, bien que le Rwanda continue de le nier. Après avoir capturé ses capitales provinciales, le M23 a d'abord avancé vers Uvira en mars, arrivant à environ 30 km de la ville avant que l'offensive ne s'arrête. Les lignes de front sont restées largement figées pendant des mois, les deux camps se retranchant. Mais ensuite, le 1er décembre, tout a changé. Le M23 a lancé une nouvelle offensive, cette fois en avançant à une vitesse fulgurante. Ils ont avancé le long de la rivière Ruzizi et de la route nationale 5, et les défenses gouvernementales se sont effondrées devant eux. Ce qui est frappant dans cette offensive, c'est l'armement impliqué. Selon Human Rights Watch, les forces du M23, accompagnées de milliers de soldats rwandais dont des forces spéciales, ont utilisé des drones d'attaque, de l'artillerie lourde et des armes avancées qui surpassaient de loin ce que l'armée congolaise avait à sa disposition. Le 9 décembre, les combattants du M23 sont entrés à Uvira. Le 10 décembre, la ville était tombée. Selon plusieurs sources, bien qu'il y ait eu une certaine confusion sur la séquence exacte car initialement, certains rapports suggéraient que la ville restait sous contrôle gouvernemental. Ce qui est clair, c'est que le 11 décembre, le M23 circulait ouvertement dans les rues principales d'Uvira et l'armée congolaise était retirée. Le coût humain a été immédiat et dévastateur. Les autorités régionales ont rapporté qu'au moins 400 civils ont été tués dans la violence entre Bukavu et Uvira.
Les Nations Unies ont déclaré qu'environ 200 000 personnes ont fui les combats, avec plus de 30 000 traversant au Burundi voisin. Pensez à ces chiffres. 200 000 personnes forcées de fuir leur maison en quelques jours. C'est l'équivalent d'une ville de taille moyenne qui se vide dans la panique. Les témoins ont décrit des scènes d'horreur. Des véhicules militaires calcinés jonchaient les routes. Les bâtiments portaient les cicatrices de bombardements lourds. Les sons du bombardement résonnaient à travers les villages alors que les civils attrapaient ce qu'ils pouvaient porter et fuyaient. Un habitant de Luvangi, l'une des villes le long de la route vers Uvira, a déclaré aux journalistes que les bombardements ont commencé tôt le matin et qu'ils ont fui avec ce qu'ils pouvaient emporter. Partie 3. La VIE sous l'occupation du M23, la crise des droits humains. Quand le M23 prend le contrôle d'une ville, qu'arrive-t-il aux gens qui y vivent? C'est là que l'histoire devient encore plus sombre et c'est quelque chose dont la communauté internationale doit prendre conscience. Human Rights Watch a documenté des abus systématiques à Uvira suite à la prise de contrôle par le M23. Le 10 décembre, dans le quartier de Kazanga, des combattants du M23 ont tiré et tué 2 hommes de 25 ans en tenue civile après les avoir accusés d'être des combattants Wazalando. Les Wazalando sont une coalition de milices pro-gouvernementales qui se battent aux côtés de l'armée congolaise. Ce même jour, des combattants du M23 ont détenu puis exécuté un homme de 57 ans après qu'il ait refusé de remettre son téléphone. Pensez-y, tué pour avoir refusé de donner son téléphone. Les 11 et 12 décembre, les combattants du M23 ont continué à exécuter de jeunes hommes et des combattants Wazalando présumés, y compris apparemment des personnes non armées en tenue civile. Ce même jour, des combattants du M23 ont détenu puis exécuté un homme de 57 ans après qu'il ait refusé de remettre son téléphone. Pensez-y, tué pour avoir refusé de donner son téléphone. Les 11 et 12 décembre, les combattants du M23 ont continué à exécuter de jeunes hommes et des combattants Wazalando présumés, y compris apparemment des personnes non armées en tenue civile. Un récit particulièrement glaçant décrit comment un parent est allé récupérer le corps de quelqu'un qui avait été tué et a trouvé des dizaines de corps dans le quartier de Kavimvira. Cela a été confirmé par des sources de l'ONU sur le terrain. Mais les abus vont au-delà des exécutions sommaires. Le M23 a un schéma de comportement documenté quand ils prennent le contrôle de villes. À Goma et Bukavu, qu'ils ont capturés plus tôt dans l'année, les combattants du M23 ont commis des abus généralisés incluant des campagnes de recrutement forcé et de la violence sexuelle. Les organisations humanitaires ont signalé une augmentation alarmante des viols et autres formes de violence sexuelle dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Amnesty International a documenté comment les combattants du M23 ont fait des raids dans les hôpitaux de Goma, entrant de force dans les hôpitaux Al Africa et CBC Ndosho fin février et début mars, enlevant plus de 130 personnes. Celles-ci incluaient des membres blessés de l'armée congolaise et des soignants. Ils ont été emmenés dans un stade où certains ont été torturés, forcés de s'allonger au sol, fouettés et pressés de rejoindre le M23. Plusieurs défenseurs des droits humains et journalistes à Uvira ont exprimé leur inquiétude à Human Rights Watch qu'ils feraient face à des représailles pour leur travail, tout comme d'autres l'avaient fait après la capture de Goma et Bukavu. Et ces craintes étaient bien fondées. Le M23 a systématiquement ciblé les journalistes, les activistes et quiconque perçu comme critique. Un journaliste radio nommé Janvier Louécho Nyakirigo et son frère ont été tués dans une explosion à leur maison à Kiliba, à seulement 11 km au nord d'Uvira, le 9 décembre. Les circonstances restent floues, mais le timing en dit long. Partie 4. L'accord DEP qui n'en était pas un, l'échec de la diplomatie internationale. Voici ce qui rend la chute d'Uvira particulièrement révoltante du point de vue diplomatique. Cela s'est produit quelques jours seulement après ce qui était censé être une percée majeure dans le processus de paix. Le 4 décembre, le président de la RDC Félix Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame ont ratifié un accord de paix négocié par les États-Unis à Washington, D.C. C'étaient les accords de Washington, signés en grande pompe et supervisés par le président Donald Trump lui-même. L'accord engageait les deux pays à coopérer sur la sécurité frontalière et à cesser le soutien aux groupes armés. L'encre était à peine sèche sur cet accord quand le M23 a lancé son offensive sur Uvira. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a réagi rapidement, déclarant que les actions du Rwanda à l'est de la RDC constituaient une violation claire des accords de Washington. Il a dit que les États-Unis allaient prendre des mesures pour s'assurer que les promesses faites au président soient tenues. Mais quelles mesures? Cela reste à voir. Ce n'est pas le premier accord de paix à s'effondrer. Il y a eu des pourparlers de paix parallèles à Doha, au Qatar, entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23. Ces pourparlers étaient censés établir une feuille de route pour arrêter les combats meurtriers et améliorer la situation humanitaire.
Mais même pendant que les diplomates parlaient de paix dans des salles de conférences climatisées, les corps s'accumulaient à Uvira. Sous la pression des États-Unis, le M23 a annoncé le 17 décembre qu'il se retirait d'Uvira. Corneille Nangaa, leader de l'Alliance Fleuve Congo qui inclut le M23, a posté une déclaration signée disant que les combattants se retireraient de la ville. Des images exclusives diffusées sur Al Jazeera semblaient montrer des dizaines de combattants et de véhicules du M23 quittant la ville. Mais voici le problème. Le retrait était incomplet et les combats ont continué. Fin décembre, malgré les affirmations de retrait du M23, des sources sécuritaires ont rapporté que les combats s'étaient intensifiés autour d'Uvira alors que les forces de la RDC soutenues par les milices Ouazalando cherchaient à reprendre le contrôle total. Les affrontements ont persisté le long des routes d'accès clés. Les résidents ont rapporté avoir entendu des tirs d'armes lourdes et légères dans plusieurs quartiers. Le gouvernement de la RDC a rejeté l'engagement du M23 de se retirer comme un non-événement, une diversion, une distraction, avec le ministre de la Communication Patrick Muyaya disant à Reuters que l'intention est de distraire l'équipe de médiation américaine qui se prépare à prendre des mesures contre le Rwanda. Partie 5. La catastrophe humanitaire au-delà du champ de bataille. Pendant que les politiciens et les leaders rebelles jouent leur jeu, le peuple de l'Est de la RDC souffre d'une catastrophe humanitaire qui va au-delà de la violence immédiate. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU a rapporté qu'environ 500 000 personnes ont été en mouvement depuis le 2 décembre quand le dernier cycle de combat a commencé. C'est un demi-million de personnes déplacées en quelques semaines. La plupart de ces personnes ont fui avec rien d'autre que les vêtements qu'ils portaient et ce qu'ils pouvaient emporter. Le Burundi a fermé ses postes frontaliers avec la RDC en réponse à la crise, un mouvement qui a approfondi une urgence humanitaire déjà sévère. Les réfugiés qui ont réussi à traverser ont dit à Human Rights Watch qu'ils recevaient peu ou pas d'assistance de l'autre côté. À l'intérieur de la RDC, la situation humanitaire est terrible. Les hôpitaux et centres de santé ont été submergés à un moment où l'assistance humanitaire a chuté à cause du manque d'accès et du manque de financement. Le Programme alimentaire mondial de l'ONU a suspendu son assistance à travers la province du Sud-Kivu. Pensez à ce que cela signifie. La principale organisation internationale responsable de nourrir les gens dans les zones de crise a dû arrêter ses opérations parce qu'elle ne pouvait pas atteindre ceux qui en avaient besoin en toute sécurité. Des sources humanitaires locales ont indiqué qu'au moins 7 établissements de soins de santé dans la zone de santé de Ruzizi du territoire d'Uvira et la zone de santé de Fizi ont été pillés et vandalisés. 8 écoles primaires soutenues par le Programme alimentaire mondial ont également été affectées. Cela limite significativement l'accès aux soins médicaux et perturbe l'éducation des enfants. Et puis il y a le choléra. Avec les gens entassés dans des camps de déplacés insalubres, avec l'eau potable rare et les établissements de santé soit détruits soit inaccessibles, le choléra a commencé à se propager. C'est une maladie qui est entièrement évitable avec de l'eau potable et de l'assainissement de base. Mais quand le conflit déplace des centaines de milliers de personnes et détruit les infrastructures, la prévention devient impossible. Les chiffres globaux sont stupéfiants. Plus de 7 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur de la RDC, avec 80% ayant fui les conflits armés. Ce ne sont pas des chiffres dans une base de données. Ce sont des êtres humains, des familles, des enfants qui ont perdu leur maison, leurs moyens de subsistance, leur sentiment de sécurité. Partie 6. Qui est le M23 et pourquoi le Rwanda est important? Pour comprendre cette crise, nous devons comprendre qui est le M23 et le rôle que joue le Rwanda, même si Kigali continue de nier toute implication. M23 signifie Mouvement du 23 mars, nommé d'après un accord de paix signé le 23 mars 2009. Le groupe a été formé pour la première fois il y a plus d'une décennie après une mutinerie au sein de l'armée nationale congolaise. Le groupe est composé principalement de Tutsis ethniques et dit se battre pour les droits des gens de leur communauté qui ont été marginalisés par l'État congolais. En 2012, le M23 a capturé Goma pour la première fois, mais ils ont été repoussés un an plus tard par une coalition de forces congolaises, de troupes des Nations Unies et de soldats étrangers de pays comme l'Afrique du Sud, la Tanzanie et le Malawi. Mais le groupe a réémergé fin 2021, et cette fois ils étaient beaucoup plus forts. Selon les Nations Unies, le M23 est maintenant fortifié par quelques 4000 soldats rwandais, une affirmation que le Rwanda nie. Human Rights Watch dit que plusieurs milliers de soldats rwandais, y compris des forces spéciales, ont traversé la frontière au Congo ces dernières semaines pour soutenir l'offensive du M23 sur Uvira. Pourquoi le Rwanda soutiendrait-il le M23? La relation est complexe et enracinée dans les conséquences du génocide rwandais de 1994. Le gouvernement du Rwanda, dirigé par le président Paul Kagame, a longtemps justifié ses interventions à l'est de la RDC en citant des préoccupations de sécurité, particulièrement la présence de milices Hutus dans l'est du Congo qui ont participé au génocide.
Mais il y a aussi des intérêts économiques en jeu. L'Est de la RDC est incroyablement riche en minéraux, y compris le coltan, qui est essentiel pour l'électronique, et le cobalt, qui est crucial pour les batteries des véhicules électriques. Le contrôle du territoire à l'est de la RDC signifie le contrôle de ses ressources, ou au moins le contrôle des routes de contrebande par lesquelles elles peuvent être extraites et vendues. Les Nations Unies ont documenté l'implication militaire rwandaise de manière extensive. Les experts de l'ONU ont rapporté que les troupes rwandaises et ougandaises fournissent un soutien au M23, avec l'armée rwandaise prenant un rôle direct dans les hostilités contre les forces congolaises. Les preuves incluent des images satellites, des témoignages oculaires et des soldats rwandais capturés. Pourtant, le Rwanda continue de nier ces allégations, les qualifiant des accusations sans fondement et pointant du doigt le gouvernement congolais pour avoir soutenu des groupes comme les FDLR, une milice Hutu avec des liens avec le génocide de 1994. Partie 7. Le tournant autoritaire du gouvernement Tshisekedi. Maintenant, pendant que le M23 commet des atrocités à l'Est, le gouvernement du président Félix Tshisekedi à Kinshasa est engagé dans sa propre campagne, celle-ci contre l'opposition politique et la dissidence. Parlons de ce qui arrive aux leaders de l'opposition en RDC, car c'est une partie critique de l'histoire qui n'obtient pas assez d'attention. En décembre, l'ancien candidat présidentiel Emmanuel Ramazani Shadary a été arrêté à Kinshasa. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie de Shadary a dit qu'il a été détenu dans des conditions qui soulèvent de sérieuses inquiétudes. Les bureaux de la coalition Front commun pour le Congo ont également été perquisitionnés lors d'une fouille nocturne. Shadary est significatif car il est le numéro 2 du PPRD, qui a été fondé par l'ancien président Joseph Kabila. Et Kabila, eh bien, il est devenu l'ennemi politique numéro 1 de Tshisekedi. Le 30 septembre, la haute cour militaire de Kinshasa a prononcé une condamnation à mort par contumace contre Kabila lui-même. La cour a reconnu Kabila coupable de crimes de guerre, y compris des actes de viol, meurtre, incitation, trahison et collaboration avec le groupe rebelle M23. La cour a également ordonné que Kabila paie 29 milliards de dollars en réparation au Congo, ainsi que 2 milliards de dollars chacun aux provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Maintenant, soyons clairs. Joseph Kabila n'est pas un saint. Il a dirigé la RDC pendant près de 2 décennies et son mandat a été marqué par la corruption, la mauvaise gestion et les violations des droits humains. Mais ce procès a toutes les apparences d'une vendetta politique, selon Human Rights Watch. Les experts juridiques en RDC ont souligné que le procès manquait de preuves concrètes était clairement motivé politiquement. Le timing est révélateur. Kabila était en exil auto-imposé depuis 2023, sous une pression croissante des enquêtes pour corruption. Mais en février 2025, il a fait un retour politique, écrivant un éditorial d'opinion accusant Tshisekedi d'essayer de s'accrocher au pouvoir et de mal gérer le conflit du M23. Et voici la chose. Kabila et Tshisekedi avaient initialement travaillé ensemble. Lors des élections truquées de 2018, ils ont convenu de partager le pouvoir. Mais cet accord s'est effondré en 2020 quand Tshisekedi a systématiquement commencé à retirer les alliés de Kabila du gouvernement. Mais la répression va au-delà de Kabila et de son cercle rapproché. En octobre, l'Agence nationale de renseignement a arrêté Seth Kikuni, président d'un parti politique appelé Piste pour l'alternance et l'émergence, et Théophile Mbemba, ancien chef de cabinet de Kabila. Ils ont été détenus après leur retour de Nairobi, où ils avaient assisté à une réunion d'opposition organisée par Kabila. Seth Kikuni a ensuite été condamné en novembre à 1 an de prison pour propagation de rumeurs et incitation à la désobéissance civile. Il avait été détenu sans accès à un conseil juridique ou à sa famille pendant des jours et a été transféré à la prison centrale de Makala à Kinshasa malgré sa mauvaise santé. En mai, l'ancien ministre congolais des Mines Martin Kabwelulu a été enlevé avec sa femme lors d'un raid nocturne à leur résidence. Il a été détenu dans une cellule de prison du Conseil national de cyberdéfense et accusé d'avoir des liens avec le M23. Alors que sa femme a été libérée, Kabwelulu est resté en détention jusqu'en juillet. Il y a aussi le cas troublant de Daniel Ngwa Mulanda, l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante. Il a été arbitrairement arrêté par les forces de sécurité zambiennes en complicité avec les autorités de la RDC en décembre 2024 et aurait été détenu illégalement dans une cellule de prison secrète au quartier général du renseignement militaire à Kinshasa. Selon les informations locales, il serait peut-être mort en détention en mars 2025. Point partie 8. Museler la dissidence, journalistes et activistes sous attaque. Ce ne sont pas seulement les politiciens de l'opposition qui sont ciblés. Les journalistes,
Les défenseurs des droits humains et les activistes de la société civile font face au harcèlement systématique, à la détention et à la violence tant du M23 dans les zones qu'ils contrôlent que du gouvernement congolais dans les zones qu'ils contrôlent. En août, les défenseurs des droits humains Jacques Sinzera et Gloire Sazita ont été détenus sans inculpation pendant des semaines après avoir tenu une conférence de presse pour critiquer l'état de siège dans les provinces de l'Est. Ils ont été libérés en novembre. En février, les activistes Fred Boma et Bienvenu Matumo ont été arrêtés suite à un rassemblement public sur l'occupation du M23. Ils ont été détenus pendant 2 nuits avant d'être libérés. En février, les activistes Fred Boma et Bienvenu Matumo ont été arrêtés suite à un rassemblement public sur l'occupation du M23. Ils ont été détenus pendant 2 nuits avant d'être libérés. Le journaliste Stani Bujakra a été libéré de prison en mars après avoir purgé une peine de 6 mois sur de fausses accusations de diffusion de fausses informations. Il avait été arrêté en septembre 2023. En octobre, la police a arrêté Jedidia Mabla, un défenseur des droits humains et membre du mouvement citoyen Lucha. Son arrestation est survenue le jour après un sit-in pacifique devant le siège de l'Assemblée provinciale, où il a lu un mémorandum critiquant la gestion du gouvernement provincial. King Mwamizio, également membre de Lucha, est resté en détention après avoir été reconnu coupable et condamné à 5 ans d'emprisonnement en juin 2023 sous une fausse accusation d'outrage à l'armée pour avoir critiqué l'état de siège. Le gouvernement a également imposé des restrictions sur la couverture médiatique du conflit. Le régulateur des médias a émis une directive disant aux journalistes d'éviter les appels téléphoniques radiophoniques discutant du conflit et d'interviewer des forces négatives et de ne pas diffuser de débats sur les opérations de l'armée congolaise sans la présence d'au moins un expert sur le sujet. Ce sont des tactiques autoritaires classiques pour contrôler le récit. En février, quand le M23 avançait sur Goma, les autorités congolaises ont coupé Internet. Elles ont ensuite bloqué l'accès aux plateformes de médias sociaux comme TikTok et X, rendant plus difficile pour les gens de partager des informations sur ce qui se passait. Partie 9. La crise constitutionnelle, le coup de force de Tshisekedi. S'ajoutant à la crise politique, il y a les amendements constitutionnels proposés par Tshisekedi. En octobre, le président a proposé des mesures pour amender la constitution du pays. Les groupes de droit et l'opposition politique ont immédiatement critiqué cette démarche, craignant que Tshisekedi ne cherche à contourner la limite constitutionnelle de 2 mandats. C'est un schéma familier à travers l'Afrique. Un leader qui arrive au pouvoir en promettant le changement et des réformes démocratiques, mais ensuite, quand son temps au pouvoir arrive à sa fin, il découvre soudainement que la Constitution a besoin d'être amendée. L'opposition, les groupes de la société civile et l'Église catholique, qui ont historiquement été des contrepoids importants aux administrations congolaises successives, ont appelé à un dialogue national pour aborder les multiples crises du pays. Mais Tshisekedi a ralenti le processus, établissant des conditions pour contrôler son résultat. Il a essayé d'exclure Kabila, le M23 et d'autres figures majeures de l'opposition du dialogue soutenu par l'Union africaine. Le gouvernement a refusé des visas et retenu le voyage de plusieurs délégations de l'opposition, censées participer aux pourparlers en Afrique du Sud fin août. L'Union africaine et les leaders religieux ont présenté à Tshisekedi des feuilles de route pour le dialogue, mais des mois plus tard, ils attendent toujours des réponses significatives. Il est clair que Tshisekedi voit le dialogue comme une menace pour son pouvoir parce qu'il inclurait ses ennemis politiques et militaires et viserait à réorganiser les institutions gouvernementales à travers le pays. Point partie 10. Les dimensions régionales, le Burundi et le risque d'une guerre plus large. Le conflit à l'est de la RDC ne se passe pas dans le vide. Il fait partie d'une dynamique régionale complexe qui menace d'entraîner les pays voisins et potentiellement déclencher une guerre plus large. L'avancée du M23 sur Uvira a positionné les forces par procuration rwandaises directement à la porte du Burundi à un moment où les 2 gouvernements intensifient une guerre de mots et s'accusent mutuellement de soutenir des rebelles. C'est particulièrement dangereux étant donné les tensions historiques entre le Rwanda et le Burundi. Le Burundi a eu des troupes à l'est de la RDC pendant des années, combattant aux côtés des forces congolaises. Quand le M23 a avancé sur Uvira, le Burundi a vu cela comme une menace directe et a fermé ses postes frontaliers. La relation entre le Rwanda et le Burundi s'est significativement détériorée, chacun accusant l'autre d'héberger des rebelles et de déstabiliser la région. L'Ouganda est également dans le jeu. L'ONU a rapporté que des troupes ougandaises fournissaient un soutien au M23, bien que l'Ouganda, comme le Rwanda, le nie. L'intérêt de l'Ouganda à l'est de la RDC concerne en partie la sécurité, combattant des groupes comme les forces démocratiques alliées qui ont mené des attaques meurtrières en Ouganda et en partie des intérêts économiques. Le risque d'escalade régionale est réel. L'Union africaine a exprimé son inquiétude concernant une potentielle balkanisation de la RDC et a appelé au retrait immédiat du M23.
La crainte est que si la RDC se fragmente ou si le conflit entraîne directement plus de pays voisins, cela pourrait déclencher une guerre régionale plus large. Nous avons vu cela auparavant. 2 guerres civiles dans le passé de la RDC ont été déclenchées par des interventions de pays voisins. La deuxième guerre du Congo de 1998 à 2003 a impliqué 9 pays africains et a été le conflit le plus meurtrier dans le monde depuis la Seconde Guerre mondiale, avec environ 5,4 millions de morts, principalement de maladies et de famine. Alors où tout cela nous mène-t-il? L'Est de la RDC traverse une crise à plusieurs niveaux. Il y a la crise sécuritaire immédiate avec les avancées du M23 et la catastrophe humanitaire qui suit. Il y a la crise politique avec Tshisekedi réprimant l'opposition et essayant potentiellement d'étendre son règne au-delà des limites constitutionnelles. Et il y a la crise régionale avec les tensions entre le Rwanda, le Burundi et d'autres voisins menaçant de dégénérer en conflit plus large. Le peuple d'Uvira et des zones environnantes est pris au milieu. Ils font face à la violence du M23. Ils font face aux bombardements aveugles des forces gouvernementales. Ils font face aux abus des milices Wazalando. Ils n'ont aucune option sur nulle part où se tourner pour la protection. Les arrestations de leaders de l'opposition, de journalistes et d'activistes signifient que ceux qui pourraient s'exprimer sur ces abus, qui pourraient organiser des réponses de la société civile, qui pourraient tenir le gouvernement responsable, sont réduits au silence. Que doit-il se passer? Premièrement, il faut une véritable pression internationale sur le Rwanda pour arrêter de soutenir le M23. Les preuves de l'implication rwandaise sont écrasantes, et jusqu'à ce que Kigali fasse face à de vraies conséquences, il n'y a aucune incitation pour eux à changer de cap. Deuxièmement, il faut de la pression sur le gouvernement Tshisekedi pour arrêter sa répression de la dissidence, libérer les prisonniers politiques et s'engager dans un dialogue authentique avec l'opposition. Un gouvernement qui arrête ses critiques et torture des détenus pendant que son pays s'effondre n'est pas un gouvernement qui mérite un soutien inconditionnel. Troisièmement, l'accès humanitaire doit être assuré. Les organisations d'aide ont besoin de passages pour atteindre les populations déplacées. Les hôpitaux et les écoles ne peuvent pas être des cibles militaires. L'ONU et d'autres organisations internationales ont besoin de ressources et de mandats pour protéger les civils. Quatrièmement, il doit y avoir une responsabilisation.